la parole au nom du Dr Mousso Ambroise, le président du conseil d'administration de l'ONG Action sociale pour la paix. Pour vous dire à quoi va, souhaiter donc bonne arrivée à tous les séminaristes et à toutes les séminaristes ici présents. Effectivement, cela fait donc notre troisième séance. Nous sommes là jusqu'en février 2019. Je pense que pour l'ONG Action sociale pour la paix, c'est un honneur qu'effectivement nous appliquons cette formation. Un honneur en ce sens que, étant donné que nous sommes une ONG qui œuvrons dans le domaine de la paix, abriter un séminaire de renforcement des capacités au métier de la paix, nous pensons que nous sommes véritablement dans notre domaine. Et voilà pourquoi nous sommes réjouis à plusieurs titres. Donc, au nom du docteur Mousso Ambroise, nous vous souhaitons véritablement une très bonne séance de travail. Qu'après cette formation, nous puissions voir effectivement des experts qui vont donc appliquer effectivement tout ce qu'ils ont reçu, en tout cas autant que faire se peut, pour le bonheur de la ville de Bouaké et surtout notre région de Béguin. Vous êtes sans ignorer que la rébellion a beaucoup touché notre région. Aujourd'hui, nous avons des jeunes gens qui veulent bien effectivement développer donc, cette carrière dans le domaine du métier de la paix. Je pense que l'ONG Action sociale pour la paix ne peut que associer effectivement son image donc, à cette activité. Nous vous souhaitons une très bonne formation. Nous demandons à chacun et à chacune d'être véritablement attentif à ce que les résolutions de l'atelier vont donc produire afin que nous puissions appliquer cela sur le terrain. Donc, au nom du Dr Mousso Ambroise, je déclare donc ouverte la troisième session de la formation au métier de la paix. Je vous remercie. Voilà. Merci du conseil d'administration de l'ONG ASP. Nous nous retrouvons dans la salle de conférence de cette structure qui fait beaucoup de travail dans le domaine de la paix au niveau de la ville de Bouaké, mais surtout au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes heureux de vous retrouver. Vous avez les membres de la classe de droits de l'homme, Achille Aziba, M. Diaou Ahmed, voilà, les participants de la classe des affaires, M. Sanouba Adama, M. Konan Kwadio, M. Mamoudou Kondé, voilà, M. Mamoudou Kondé, M. Bamba Namake, M. Koni Momadou, et M. Nizan Kofi. Monsieur Nizan Kofi, voilà. Et puis derrière, vous avez Noé. Oui. Madame. Madame Kwasi. Monsieur Tankman Roger. Monsieur Tankman Roger et monsieur Louis Ebroti. Louis Ebroti. Alors, présentation, lors de leur communication, ce sont ces personnes qui ont souhaité commencer cette expérience UNPOTI depuis le mois de septembre et qui aujourd'hui sont pratiquement vers la fin parce qu'il nous reste seulement que 2 mois de formation à l'issue desquels ils vont pouvoir bénéficier de l'expertise, du certificat d'expertise qu'on appelle dans le système de UNPOTI le post-certificate. Donc nous sommes heureux de vous accueillir encore une fois. Je voudrais que vous puissiez vous-même vous applaudir parce que vous avez fait beaucoup. Alors, dans la foulée, nous avons beaucoup échangé, nous avons pris le temps d'étudier beaucoup de thématiques et nous souhaitons avoir un point de vue éclairé de ce que vous avez déjà eu comme formation, comme enseignement, comme leçon, comme expérience tirée de votre vie pratique, mais aussi de l'observation que vous faites du quotidien, de la situation de votre pays, de la situation que connaissent les populations de votre pays. Alors, je voudrais vraiment vous permettre aujourd'hui de pouvoir exposer un tant soit peu vos analyses personnelles, vos analyses qui sont empreintes bien sûr de l'expertise que UNPOTI vous donne en vous permettant de suivre les cours comme DDR, comme prévention des violences basées sur le genre. Tous ces cours-là vous permettent aujourd'hui de pouvoir parler, de pouvoir vous exprimer sur des questions qui sont difficiles à aborder. Alors, c'est bon que nous puissions peut-être aujourd'hui aborder un problème qui s'est produit dans notre pays
et qui demande une réflexion coordonnée par des experts. Voici pourquoi je vais inviter M. Tankpan Roger à nous exposer ce qui s'est passé à Benouin pour que nous puissions savoir un peu comment les choses se sont passées. Et puis après cela, il y a des questions qui nous seront posées, que nous allons nous poser à nous tous ici pour voir dans quelle mesure nous pouvons résoudre un tant soit peu, si nous étions en situation nous-mêmes, comment nous pouvions ou nous pourrions résoudre ce problème-là. Je vais donc inviter M. Tankpan à venir pour nous exposer ce qui s'est passé à Benouin. Benouin est une localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire, située à la frontière pratiquement du Libéria avec la Côte d'Ivoire. Et donc, l'histoire qui s'est produite à Benouin se produit entre le chauffeur d'Ingbaka avec son apprenti et un jeune d'un village à proximité de Benouin qui s'est approché au camion de transport, et lorsqu'il a été perçu par le chauffeur et son apprenti, ils ont garé, ils sont descendus, ils ont juste voulu donner une correction, mais dans la correction, ils ont battu l'enfant qui, à la suite des blessures de la chicotte, l'enfant est décédé. Et du coup, les parents ont carrément transposé l'affaire sur une autre ethnie. Donc le petit conflit qui est créé entre le chauffeur apprenti et un jeune du village devient un problème où ils disent que les doulas ont tué leur enfant, donc il faut aller contre les doulas. C'est comme ça qu'ils ont commencé à brûler la mosquée du village, et donc l'affaire a commencé à prendre de l'ampleur. C'était tellement rapide au point qu'il fallait avoir une réaction aussi rapide. Fort heureusement, les forces de sécurité ont été alertées et ils sont venus sur place, et l'affaire a pu être circonscrite avant même que ça n'arrive à la région de Danané, qui est la plus grande région. Donc voici un peu comment l'affaire a été présentée. Merci beaucoup, M. Tan. Merci. Si ce conflit pourrait intéresser des opérateurs de maintien de paix actuellement, je vais dire, est-ce que ce conflit aurait pu s'embrasser davantage et quelles auraient pu être les implications, les répercussions, l'étendue de cette crise qui a commencé à Benouin et qui en 3 jours a défrayé la chronique en Côte d'Ivoire tout juste la semaine passée. Quelles auraient pu être les implications? Est-ce que ça peut intéresser des agents de maintien de la paix dans un pays comme la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça peut intéresser? Voilà, je laisse la parole à tous ceux qui sont là pour que chacun s'exprime en fonction de sa spécialité ou en fonction de ses observations, analyses personnelles ou expériences personnelles. Nous vous laissons la parole. Merci. Au sens le plus fondamental, la logistique est là de transporter, loger, ravitailler et offrir un soutien technique aux troupes militaires. Par contre, dans le contexte d'opération de paix des Nations Unies, parce que le soutien est souvent nécessaire pour des personnels et circonstances non militaires, cette définition est plus élargie. Aussi, la définition de la logistique des Nations Unies couvre non seulement les besoins des unités militaires et de police, mais celle du personnel civil, lequel provient de 192 pays et cultures très différentes. Étant donné que nous sommes de la société civile, nous serons le personnel civil dans le domaine de la logistique. On va s'apprêter parce que dans ces conflits armés, il y a des déplacements. La population va se déplacer. En se déplaçant, il faut assurer leur survie parce qu'il y aura des endroits où il y aura des manques d'eau, des endroits où il va manquer de vivre. Alors, pour circonscrire ça, il faut d'abord analyser la situation, établir un plan d'évacuation si possible, faire recours à des organismes qui peuvent accompagner la logistique. Je citerai les moyens de déplacement, je citerai la santé parce qu'il y a des malades, nous aurons des enfants,
les hommes du 3e âge, il faut les soutenir, leur venir en aide pour que ce déplacement de population soit conduit dans le bon terme. Merci beaucoup, M. Nguessan Konan. Je rappelle que M. Nguessan Konan est à ASPME, à Brobo, voilà, Brobo, au centre de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'il y a un autre point de vue? On a posé une question et la question a été abordée sous l'angle logistique. M. Nguessan Konan nous a permis de comprendre que la crise qui s'est passée à Benouin peut avoir des répercussions logistiques qui doivent être traitées à la base par des agents qui sont assermentés, qui sont donc organisés pour pouvoir le faire. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres points de vue qui peuvent nous permettre de pouvoir circonscrire le conflit qui s'est passé à Benouin de telle manière que le conflit ne puisse pas devenir national? Oui, monsieur. Étudiant en affaires civiles, pour nous, concernant ce problème, en tant qu'étudiant d'affaires civiles, le fait que ce problème soit posé pour plus d'efficacité dans la résolution de ce problème, pour nous, il sera question d'identifier les sources économiques, les sources d'ordre économique, politique et religieuses qui ont pu conduire à ce qu'un acte aussi anodin dégénère en conflit ethnique. Une fois que cet aspect est identifié, essayer de voir s'il n'y a pas un problème humanitaire qui est posé. Parce que puisqu'il y a eu des destructions de biens, des maisons incendiées, et permettre aux ONG ou aux structures étatiques œuvrant dans l'humanitaire, les organiser, coordonner les activités pour apporter un soulagement aux victimes de cette situation. Par la suite, recommander à la gendarmerie, à la police de faire leur travail. Leur travail, c'est-à-dire mener les enquêtes et tous ceux qui sont impliqués ou qui sont présumés être des acteurs dans ces conflits pour que la justice soit rendue, pour que la réconciliation puisse se faire et pour que la population puisse comprendre ce qui s'est réellement passé. Ensuite, il faudrait également, une fois que la source est identifiée, permettre également aux organisations non gouvernementales et puis également les structures étatiques œuvrant dans la sensibilisation et dans la cohésion d'intervenir pendant que les activités humanitaires ont lieu, de faire des sensibilisations pour permettre à la communauté de prendre conscience de la paix et puis du développement qui est lié à cette paix. Voilà. Maintenant, comme nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit conventionnel, c'est d'exhorter également la gendarmerie d'être plus vigilant, puisqu'il n'y a pas d'arme à feu qui est utilisée, c'est plutôt l'arme blanche, pour ce qui a été connu. Le contrôle est aussi difficile, c'est de demander à la gendarmerie d'être disponible et vigilante pour circonscrire toute velléité d'attaque, de nouvelles attaques. Voilà. Donc voilà la première perspective en tant qu'affaires civiles que nous voyons pour intervenir dans ce problème. Merci beaucoup, M. Sanogo. Jusqu'à présent, nous sommes en train de travailler sur la résolution. Alors qu'il fallait d'abord chercher à voir quelles pourraient être les conséquences d'un conflit anodin, comme M. Sanogo l'a dit, dans la sphère dans laquelle nous nous trouvons. Établissons ensemble le contexte. Et le contexte va nous amener à voir pourquoi il est si important d'établir une action de maintien de la paix dans la zone de Benouin particulièrement. Est-ce qu'il y a lieu de pouvoir travailler sur un tel conflit? Quelles sont les implications, quelles sont les répercussions que ce conflit pourrait avoir sur l'avenir, selon le contexte dans lequel nous nous trouvons? Et à partir de là, nous allons pouvoir faire, comme cela a été suggéré, une cartographie du conflit et puis voir maintenant quelles sont les actions à mener à partir de l'analyse qui est faite du contexte. Donc, j'ouvre encore le débat. C'est une manière pour moi d'ouvrir le débat parce qu'on est en train de faire la même chose. Donc, j'ouvre encore le débat pour que nous puissions échanger sur les perspectives de ce conflit, le conflit de Benouin. Donc, je parle. Voilà, oui. Je voulais voir ce conflit-là sur un autre angle.
parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est des élèves, effectivement, donc, qui sont accrochés donc, à ce véhicule-là, qui était un Kia. Oui. Voilà, le Kia était en route, donc ils sont accrochés là-dessus pour les faire avancer un peu. Oui. Voilà, et donc c'est suite à la bastonnade, comme M. Tanpan l'a dit, voilà, que le petit élève, je crois c'est un élève de 6e ou bien 5e, voilà, qui en est décédé. Oui. Et c'est en représailles, c'est des élèves qui sont venus. Oui. C'est des élèves, voilà pourquoi je dis que ça nous interpelle, parce que déjà nous sommes à la fin du mois de novembre. Pour nous qui sommes dans les structures scolaires, on sait que le mois de décembre, c'est un mois qui est très dangereux pour nous. Oui. Voilà, parce que déjà, le temps a commencé à se donner dans quelques lycées déjà. Bon, les enseignants ils ont fini pour eux. Bon, et les élèves vont rentrer bientôt dedans. Donc, si ce n'est pas canalisé, c'est effectivement des, comment on appelle, je dirais, des comportements, des phénomènes qui peuvent en même temps rentrer dans le contexte de congés, voilà, anticipés. Voilà, anticiper. Donc voilà pourquoi je suis d'accord avec Sanogo. Il dit qu'il faut agir rapidement en allant vers les populations pour circonscrire qu'on appelle cela, et en perspective, c'est d'appeler peut-être les préfets et sous-préfets, voilà, qui sont dans la zone, pour qu'effectivement ils puissent rencontrer les responsables des structures scolaires, les chefs d'établissement, les IEP et autres, pour qu'effectivement on puisse échanger avec les élèves, pour ne pas que ça dégénère. Parce que quand c'est encore avec des élèves qui sont mineurs, vous comprenez que voilà, souvent la répression, voilà, les Nations Unies ont un œil vraiment très regardant sur les enfants. Voilà, donc c'est mieux de tout faire pour ne pas que ça dégénère. Voilà, donc c'est ce que moi, c'est sur ce temps-là que je voulais voir effectivement ce conflit-là. Sinon, si c'est entre les différentes populations, je pense quand même qu'ils sont assez mûrs. Ce que Sanogo a dit, si nous le mettons effectivement en pratique, ça peut aller, il suffit de voir peut-être l'évêque, la mosquée a été brûlée, on voit l'imam et autres, la communauté peut rapidement se réconcilier. Et ça peut être vrai. Par contre, les élèves, moi je me souviens que l'année dernière à Boaké, on a réuni les élèves à la mairie, ils ont pris l'engagement solennel devant nous tous, ils sont arrivés 3 jours net, ils ont commencé à frapper les professeurs pour les vider des sacs. Voilà. Donc vous comprenez, voilà, donc c'est ce que je voudrais dire. Voilà. Le second talent vous a ouvert la voie, voilà. Il nous a ouvert la voie parce qu'il a parlé, il a traité la question sur l'homme, un homme qui n'avait pas été perçu. C'est pour cela qu'il est bon de faire une bonne cartographie du conflit. Il a essayé de montrer que c'est vrai, nous avons l'aperçu religion, nous avons l'aperçu ethnique qui ressort, mais il y a une application élève touche aux enfants. Est-ce que les droits humains qui touchent aux enfants, je vais dire les droits de l'enfant, est-ce que les droits de l'enfant protègent un enfant qui est accroché sur un Kia? Est-ce que au stade où nous sommes, nous pouvons faire ressortir de manière bien précise qu'il y a eu une violation des droits des enfants dans ce conflit qui amène en fait les enfants maintenant à se rebeller contre tout le système politique, social, économique dans lequel nous nous trouvons? Est-ce qu'il n'y a pas je vais dire, il n'y a pas une implication qui touche aux droits de l'enfant et qui pourrait vous faire réagir? Donc nous nous tournons vers vous. Voilà, droits de l'homme. Je me nomme Thiago Ahmed, étudiant en droit de l'homme. Concernant le cas de Zonrien, si nous prenons l'exemple que le véhicule était stationné, qu'il s'est déplacé d'un point A pour aller à un point B qui est connu, je prends l'exemple que l'enfant quitte la maison et se rend à l'école. Si c'est dans ce cas-là, on peut dire que si ceux qui l'ont bâtonné et que l'enfant va jusqu'à la mort, c'est que vraiment je dirais que c'est une violation des droits de l'homme. Mais si c'est dans le cas contraire et que l'enfant faisait juste l'acte pour s'amuser, je pense même que sur ce côté-là, on ne peut pas trop parler de droits de l'homme. Voilà, c'est un peu ce petit exemple que je voulais donner. Okay. Moi, je veux rebondir sur la situation de départ, vu que le conflit initial a démarré entre le chauffeur apprenti de Baka et un jeune passager qui s'est accroché de manière clandestine sur le véhicule et qui a été tabassé par la suite. Ce conflit entre ces 3 individus a dégénéré sous forme de conflit social et progressivement s'est étendu dans toute la région. Bon, en situation de conflit,
il y a forcément des cas de violation des droits de l'homme. Et au niveau des violations des droits de l'homme, elles peuvent être de plusieurs catégories. Le droit des enfants peut être violé, le droit des femmes peut être violé, ou tout ce qui touche aux questions de violence basée sur le genre. Il peut y avoir aussi des formes de torture ou de traitement inhumain au cours de ces différentes confrontations. Voilà, il y a eu des cas de maisons brûlées qui sait si des hommes n'ont pas été torturés. Je pense que dans cette perspective-là, il serait peut-être intéressant de faire un diagnostic de la situation sur le terrain, en envoyant peut-être une mission d'observation pour constater les formes de violation des droits de l'homme qui ont été perpétrées au cours de ces différentes confrontations, de sorte à pouvoir mettre un mécanisme sur place pour pouvoir protéger les civils. Merci. Dans les conflits de ce type, toutes sortes de violences sont possibles. Toutes sortes de violations des droits de l'homme sont possibles. Et vous avez touché tout à l'heure la question des violences liées aux femmes. Donc je vais me tourner vers ceux qui font le genre, voilà les spécialistes du genre. Selon vous, est-ce que les questions de genre peuvent concerner justement le conflit de Benoué? Et comment est-ce que, en tant que spécialiste de genre, vous pensez que l'ONU ou bien un agent des Nations Unies en mission pourrait intervenir pour pouvoir apporter donc une résolution efficace à ce conflit? Place. Merci beaucoup. Je veux d'abord qu'on revienne à l'origine. D'abord, il faut qu'on qualifie plus ou moins ce conflit. Voilà. Il est question d'un mineur qui s'est accroché à un véhicule de transport et à l'issue de cela, le transporteur, le conducteur et son apprenti l'ont brimardé, et à l'issue de cette brimade-là, il s'en est suivi mort d'homme. D'abord, à mon sens, je pense qu'il y a disproportion ou inégalité de réparation. Au juste, un élève qui pose un acte de civisme à l'égard d'un transporteur, ce transporteur-là use de violence sur la personne de cet élève-là, de ce mineur donc, et il s'ensuit mort d'homme. Et après cela, on constate que ce conflit-là s'est transmué sur un autre aspect qui est l'aspect religieux. Ce que je veux dire, il faut qu'on tienne compte de la situation socio-politique de notre pays. Quand on sait que durant la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, l'ouest de la Côte d'Ivoire a été le théâtre de beaucoup comment je peux appeler, de beaucoup de violence. Merci pour l'expression. Et donc, ce sont des aspects ou des éléments sous-jacents qui résident encore au sein de la population, qui, comment je peux dire, qui risquent de ressurgir en cas de petite situation. Quand vous remarquez, c'est une situation infime qui a failli embraser toute une région, eût été l'intervention de la gendarmerie. Je pense qu'en tant que spécialiste du genre, quand de telles situations arrivent, non seulement les femmes sont mises en souffrance, les jeunes filles également, mais aussi les enfants sont beaucoup en souffrance. Et donc, nous gagnerons pour pallier vraiment ce genre de situation à l'avenir, que certains aspects, je me perds dans mes idées, puissent être pris en compte. Quand on se réfère à la résolution 1325 des Nations Unies, qui stipule que chaque État doit prendre ses responsabilités pour protéger, en tout cas, tous ses citoyens, y compris les femmes et les enfants. Et donc, l'État doit mettre tout en œuvre, tous les mécanismes, l'État et les organisations internationales, les organisations de la société civile, les ONG qui luttent pour
pour le maintien de la paix et la sécurité voilà, dans notre pays doivent prendre leurs responsabilités pour envoyer déjà des missions de prospection sur le terrain, essayer de comprendre en profondeur pourquoi ce petit incident a été transformé sur... C'est amplifié. Voilà, merci, c'est amplifié. Et puis, essayer d'apporter des solutions durables. Parce qu'on sent et on sait qu'il y a encore des stigmates de la crise post-électorale au sein de la population. C'est plus ou moins ce que voilà, je veux ajouter comme élément de réponse. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous avons bien fait une cartographie de toutes les crises, de tous les conflits devant lesquels nous nous trouvons. Parce qu'un conflit peut être apparemment ethnique et puis déboucher sur des questions d'ordre public. Comme dans le cas que nous avons à Benouin où c'est un enfant qui s'est accroché, mais on n'a pas précisé au départ que c'était un élève. Préciser que c'était un élève, c'est montrer les conditions dans lesquelles les élèves de Benouin, de ce village peut-être se trouvent. Donc ça pose un problème de développement et donc d'ordre public. En réalité, les droits économiques, sociaux et culturels de chaque personne vivant sur un territoire sont protégés par la Charte des Nations Unies et spécifiquement par le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels qui oblige l'État à mettre tout en œuvre pour qu'il y ait des conditions minimales au niveau du logement, du transport, de l'électricité, de l'eau et tout cela. Lorsque ce n'est pas fait, les gens réagissent, ils réagissent avec ce qu'ils ont comme moyen pour pouvoir survivre. Et cela produit des conflits. Il y a comme un lien donc entre respect des droits de l'homme, développement et paix. Et ce lien, lorsque nous le connaissons, cela nous oblige à élaborer des stratégies qu'on a appelées multidimensionnelles, c'est-à-dire ne plus faire des opérations simplement de supervision de la paix, mais faire des opérations multidimensionnelles qui prennent en compte le respect des droits humains, les problématiques de développement, les problématiques de genre et tout ce qu'il y a comme éléments à mettre en œuvre pour aboutir à une paix durable. Quand ça, ce n'est pas fait, on ne peut pas avoir de paix durable. C'est pour cela que toutes les missions qui sont en train d'être mises sur pied depuis la fin de la guerre froide sont des missions multidimensionnelles où sont intégrées des équipes qui ont des dimensions différentes, des spécialités différentes, comme ce que nous voyons dans cette salle. Alors, nous allons vers la fin de cet échange, mais nous voulons prendre un avis en ce qui concerne les propositions que nous voulons, que nous pouvons faire pour que non seulement la partie étatique, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, les différents démembrements de la Côte d'Ivoire comme le ministère de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, et les organisations qui sont membres du système des Nations Unies, les organisations de la société civile, quelles sont les recommandations que nous pouvons faire face au conflit de Benouin pour ne plus, non seulement qu'il se répète, mais aussi pour ne pas qu'il s'amplifie et pour ne pas aussi qu'il se duplique dans une autre région de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous pouvons apporter comme proposition pour que demain, nous puissions avoir une Côte d'Ivoire où la paix est durable? Je vous retourne encore la parole. Aux gens. Parce que nous pensons quand même que la sensibilisation dont les autres étudiants ont parlé devrait prendre en compte même le transporteur. Parce que le transporteur qui a vu un enfant sur son véhicule, qui descend, qui le bat à 100, est-ce que ce transporteur a un enfant? Je dirais oui. Mais pourquoi est-ce que tu peux battre un enfant semblable à toi aussi ton enfant? Donc ça veut dire simplement qu'il n'est pas sensibilisé. C'est le véhicule qu'il a qui est primordial que tout chez lui. Donc s'il n'a pas de sensibilisation, il va toujours agir comme ça. Il n'est pas le seul transporteur. Il y a beaucoup de transporteurs à qui on doit aller apprendre le respect du droit de l'enfant, le respect du genre, pour que ces personnes-là puissent se comporter d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, j'ai vu l'enfant sur mon véhicule, je descends, je le prends. Qui est ton parent?
je te conduis chez ton père, je te mets dans mon véhicule, on va chez tes parents, il dit voici ce que votre fils fait. C'est dangereux parce qu'il peut surgir un accident. Il ne faut pas qu'il soit responsable. Si la personne est sensibilisée, c'est ce que la personne devrait pouvoir faire. Mais descendre et puis battre un enfant, alors que l'enfant a son droit. C'est-à-dire que ce que l'enfant a fait peut-être n'est pas bon, mais le fait de le battre, son droit commence à se lever comme un lion pour pouvoir le défendre. Donc il faut faire attention. Et il va falloir que vraiment nous demandons aux sociétés civiles, c'est-à-dire aux organisations, les ONG qui agissent dans ce sens, de pouvoir sensibiliser la population ivoirienne pour qu'on évite la propension de ce genre d'action. C'est ce que je voulais dire un peu comme intervention. Merci beaucoup. Merci. Dégénère, que ça quitte la région de Benoué pour aller dans une autre région. Je pense que toutes les entités, que ce soit étatiques ou d'organisations gouvernementales ou d'autres structures qui ont des prérogatives dans le sens de la cohésion, de la réconciliation, du maintien de la paix, doivent se rendre dans cette région, dans une action coordonnée pour éviter les duplicités d'action, et puis laisser des marges à certains aspects qui ne pourront pas être abordés. Bien coordonner leurs activités sur le terrain, de telle sorte que tous les aspects soient pris en compte, et de plus d'utiliser les médias, en tout cas tout support de propagande sur cette situation, pour montrer les inconvénients et puis donner des conseils pour ne pas que les autres régions confrontées à une telle situation ne puissent pas se comporter comme ce qui s'est passé de l'autre côté, mais plutôt leur donner la voie à suivre, qui est celle de la voie des pouvoirs publics pour résoudre les problèmes. Voilà. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci de proposition. J'aimerais dire que pour le cas pratique sur lequel nous travaillons, il est important de pouvoir sensibiliser ou éduquer la population sur les fondements des droits de l'homme. Donc, on pourrait impliquer dans ce volet-là les organisations de la société civile pour sensibiliser les différentes communautés par échelon. Donc, les enfants peuvent être éduqués sur les droits qui sont les leurs. Les adultes et les femmes peuvent être également éduqués sur toutes les questions relatives aux droits humains. Et puis mettre en place les mécanismes de prévention de conflits, de sorte à ce que les populations ne se laissent pas aller à l'aveuglette dans des actes de barbarie ou de violation des droits de l'homme. Donc, en procédant de la sorte, ça pourrait déjà mettre la population dans une certaine conscience des droits et devoirs qui sont les leurs, et ce qu'il leur est possible de faire sur leurs semblables ou pas, et puis se maintenir dans une position qui ne les oblige pas à aller directement au conflit quand il y a une situation de litige. Et les mécanismes de prévention ou d'alerte de conflit pourraient circonscrire ou limiter les dégâts en cas de désaccord. Ce petit échange que nous avons fait après que nous ayons eu donc des ateliers éclatés sur nos différentes thématiques, nous avons pu percevoir ici que les conflits ne naissent pas d'une action concertée souvent, mais ça naît de manière spontanée. Et c'est des actions qui s'amplifient au fil du temps parce qu'il n'y a pas de réaction. Lorsqu'il y a une réaction, la réaction arrête le conflit. Maintenant, ce que nous voyons, c'est aussi que le conflit arrêté, s'il n'a pas été traité à la base, il peut être dupliqué, il peut être repris ou bien il peut être amplifié ailleurs. Donc il y a des actions à mettre en place et selon tout ce que nos amis tout à l'heure viennent de dire, nous nous rendons bien compte qu'il faut que les organisations de la société civile, les ministères chargés pour ce qui concerne l'état de la Côte d'Ivoire, de la cohésion sociale, de la lutte contre la pauvreté, de la promotion de la femme, toutes les organisations internationales, même celles du système des Nations Unies, doivent mettre en place des plans coordonnés, comme M. Sanogo l'a dit, mettre en place des plans coordonnés, agir dans le sens d'une sensibilisation de la population, prévenir les conflits à venir en travaillant de manière efficace et de manière massive avec les médias. Si ce n'est pas fait,
alors nous risquons d'avoir des bémouins 2, 3, 4, peut-être 10, et ces bémouins risquent de se coordonner d'eux-mêmes et puis de créer un conflit en Côte d'Ivoire, et là nous allons avoir un ONUCI 2. Nous ne le souhaitons pas. Nous ne le souhaitons pas. Une ouverture, c'est une ouverture qui vient d'être faite. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a voulu faire la synthèse. Donc, on a la lourdeur de nos autorités. oui. Et le plus souvent, c'est ce qui aggrave. Lorsque le cas s'est produit, qu'est-ce que les autorités ont fait? Ils pouvaient automatiquement arrêter le chauffeur. Ça allait peut-être calmer les esprits. Oui. Ah oui. Et le débat. Oui. Parce que moi, je me rappelle tout dernièrement à Abbeville, après les élections, tout dernièrement, Oui. le problème a failli dégénérer là-bas. Oui. Le préfet automatiquement a vu l'imam, a vu l'autre côté. Quand il a vu que ça ne se calmait pas, il a fait appel automatiquement à Abidjan. Comme c'est pas loin, les forces de l'air sont venues s'interposer. Oui. Donc là, on n'a pas eu trop d'écho. Oui. Nous qui sommes de la région, on a été informés. Oui. Peut-être que le cas de Benoît ici, le chauffeur avait été arrêté automatiquement. Bon, peut-être qu'on allait éviter beaucoup de choses. Donc, le plus souvent, on demande qu'on est là, vous dites qu'il n'y a pas de moyens, on attend. C'est quand tout est gâté, on veut agir. Or, souvent, on peut anticiper par un tout petit geste. Oui. Donc, il faut que, bon, comme pour parler, c'est pas l'Ivoirien nouveau, mais c'est le nouveau Ivoirien. Il faut qu'on change maintenant. C'est important. C'est important. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis Malakwasi, responsable de l'ONG OAP, Organisation des Amis de la Paix. Parlant de ce sujet, bon, il y a, par rapport à l'intervention sur le droit de l'homme, oui. J'ai vu un autre aspect qui pourrait vraiment dégénérer. Parce qu'on ne sait pas si le chauffeur, dans l'explication de M. Kouma, c'est pas si le chauffeur faisait partie de ce village ou d'un autre village. Oui. Et parce que c'est un village, la population s'est levée, ils ont brûlé la mosquée. Oui, oui. Et parmi ceux qui ont brûlé la mosquée, je suis sûre qu'il y a eu des femmes. Oui. Ça veut dire que la femme elle-même, elle ne connaît pas son droit. Et elle oublie aussi qu'en temps de crise, c'est qu'elle a déjà vécu auparavant. Donc, il faut vraiment sensibiliser la population et surtout les femmes et les jeunes filles sur les dangers, sur ce qui provoque vraiment, je ne sais pas comment je vais m'expliquer, pendant les conflits, ce qu'elles vivent, ce que la femme vit pendant les conflits n'est pas égal à ce que l'homme vit. C'est vrai, nos hommes sont tués et la femme reste responsable du foyer. Les femmes sont violées, en tout cas il y a des mutilations qui sont vraiment inhumaines au niveau de la femme. Donc à nous-mêmes les femmes de pouvoir prévenir les conflits. On ne doit pas toujours attendre des hommes, mais nous-mêmes on doit s'élever pour prévenir les conflits. Parce que quand il y a les conflits, plus de femmes sont déplacées, plus de femmes sont mutilées. Donc il faut que cet aspect-là aussi rentre dans la sensibilisation à ces cas, afin que, puisqu'elles sont mères à la maison, elles puissent sensibiliser les enfants à pouvoir vraiment se tenir loin des conflits. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Oui, monsieur émotive. En situation pareille, je suis convaincu. Certainement, je n'ai pas été là-bas, mais je suis convaincu que c'est le cri d'alarme d'une femme, le cri d'alarme de 2 femmes, le cri d'alarme de 3 femmes qui vont soulever les hommes à aller agir comme ça s'est passé. Ah, mon fils est mort, tu es assis là, tu fais quoi? Tu ne sais pas que c'est les djoulas là, et ça, c'est les propos qu'il faut éradiquer de nos milieux en Côte d'Ivoire parce que ça va nous amener à des choses auxquelles on n'a jamais pensé. Et donc les femmes doivent être sensibilisées. Quand elles ne sont pas intellectuelles, celle-là elle est intellectuelle, quand elles ne sont pas intellectuelles, souvent les propos qui sortent de la bouche des femmes sont des propos incendiaires. Donc c'est pourquoi j'ai réclamé tout à l'heure la mobilité et la rapidité des ONG qui s'occupent de la sensibilisation de ces populations-là pour aller vers les femmes, dans les villages, dans les régions, anticiper, parce que nous sommes en train de nous approcher des élections de 2020. C'est sûr
il y a des tensions qui vont s'élever de partout. Donc, commencez à sensibiliser les hommes et les femmes, et même les enfants, comme M. Ouattara l'avait dit tout à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup. Jusqu'à là, l'apprenti de chauffeur. Du Bacar. Oh, ouais. Bon, l'enfant a fait une faute. Mais est-ce que ils ont le droit de se faire justice? C'est ce cas-là, ce côté-là. Beaucoup ne savent pas que quand il y a une faute quelque part, il y a des hommes compétents, il y a des femmes compétentes qui ont habilité à résoudre le problème. Mais on ne va pas comme ça, parce que l'enfant a fait une faute, et puis tout de suite, c'est à nous de corriger. Et la conséquence, certainement, dans leur intention, ce n'était pas que l'enfant meure. Mais leur réaction a fait que l'enfant en est mort. Et de la même manière, comme le fait de ne pas réagir, de ne pas prendre la place de celui qui doit réagir. Par exemple, on m'a dit, au fait, les gendarmes devaient interpeller ce monsieur. Et puis, s'il y a sanction quelque part, c'est celui qui doit donner la sanction qui le fait. Mais ce n'est pas à nous de nous lever directement et puis donner une sanction. Et donc là, il faut que les autorités puissent nous enseigner que se faire justice amène aussi à des conflits. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Se faire justice. Je peux aller à la conclusion. Je suis permis d'aller à la conclusion. D'accord, merci beaucoup. Alors, c'est une bonne conclusion pour cette session que nous avons faite tout à l'heure. C'était un échange dynamique, interactif, pour que nous puissions ensemble décortiquer une situation d'actualité et que nous puissions aussi, dans une certaine mesure, faire ressortir les aspects que nous touchons lorsque nous sommes en train de faire nos cours à UNPOTI. Nous sommes au sixième certificat. Nous allons faire 2 certificats, l'un dans le mois de décembre, l'autre dans le mois de janvier. Et puis après cela, nous allons faire l'examen post-certificate. Et ce sont ces enseignants qui sont aussi étudiants dans le cadre de UNPOTI, ces responsables d'ONG, ces leaders d'opinion, ces docteurs en médecine. Ce sont ces personnes qui sont en train de faire ce travail au niveau de la Côte d'Ivoire. Ces personnes attendent, après leur expertise, pouvoir être utiles à la communauté internationale en matière de résolution des conflits et même aussi de prévention des conflits. Parce qu'il ne faut pas attendre que les conflits naissent pour chercher à aller maintenir la paix, mais il faut commencer à prévenir les conflits, et donc ce sera un bon moyen pour le maintien de la paix. Nous vous remercions et rendez-vous donc pour le mois de décembre pour une autre session du même type. Merci.